Les 4 missions du gouvernement Tchibala œuvraient pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées dans un délai convenu, arrêter la dégradation de la situation économique du pays, mais aussi améliorer les conditions de vie de la population et surtout restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous êtes branchés sur Télé 50, c'est votre magazine Gros Plan. Bienvenue à tous. Et pour en parler, nous avons les honneurs de recevoir sur ce plateau Serge Kadima. Il est cadre du PPRD, mais aussi communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors nous venons d'énumérer les différentes missions assignées au gouvernement que dirige actuellement le Premier ministre Bruno Tchibala. On a parlé des élections. Aujourd'hui, est-ce possible d'organiser des élections crédibles, transparentes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Merci, Monsieur Merlan, pour cette invitation qui va nous permettre de nous exprimer à l'attention de milliers de téléspectateurs de Télé 50 disséminés à travers le monde. Par rapport à l'organisation des élections, il est bien clair que le chef de l'État, l'autorité morale de ma famille politique, la majorité présidentielle et le PPRD, nous a instruit, nous, en tant qu'acteurs politiques, membres de sa machine politique, qui se trouve être la majorité présidentielle, il a également instruit à tous les membres du gouvernement, en commençant par le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que les élections soient effectives dans ces pays. Et nous devons soutenir les procès électoraux en cours. La preuve, lorsque vous regardez les comportements des acteurs politiques, particulièrement ceux de la majorité présidentielle, avec en tête son secrétaire général, Obed Minaku, nous sommes en train de tout faire pour que nous puissions rafler, sinon gagner des élections, ou alors obtenir davantage la faveur du peuple congolais. Parce que nous croyons dans le procès électoral. Le président de la République, lorsqu'il prend son pouvoir en 2001, un certain 27 janvier, il avait promis, entre autres, l'organisation des élections. Il a eu organisé des élections dans ces pays. En 2006, c'était le premier cycle. En 2011, nous avons eu le deuxième cycle. Et nous aurons le troisième cycle. Et je suis convaincu, comme les autres cadres de la majorité présidentielle, comme l'ensemble de la population, qu'il y aura bel et bien les élections au mois de décembre 2018. Alors, les élections ont-elles changé quelque chose? Les élections de 2006 et les élections de 2011 ont-elles changé quelque chose en RDC? Je pense que oui. Je pense que oui parce que dans ces pays, on n'avait pas d'abord la culture démocratique. On n'avait pas la culture des redevabilités par rapport à ceux qui nous gèrent. Aujourd'hui, grâce aux élections, nous savons qui peut représenter la population congolaise. Et le peuple congolais sait comment sanctionner les acteurs politiques. C'est ce qui fait que le député, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, il se comporte de manière à gagner davantage la faveur du peuple congolais. Parce que lorsqu'il y aura élection, il va revenir vers celui-ci, afin que celui-ci puisse sanctionner positivement ou négativement. Grâce aux élections, nous avons aujourd'hui un Parlement constitué de manière démocratique, avec les élus du peuple, qui ont les réels pouvoirs de contrôle sur l'exécutif. Les réels pouvoirs. Les réels pouvoirs sous l'exécutif. Le Parlement a les pouvoirs à travers les questions orales, les questions écrites, les interpellations, les motions de défiance et autres que vous connaissez. Ils peuvent faire une espèce de pression sur le gouvernement. Donc je pense que c'est un plus dans la démocratie de notre pays. Alors, durant la dernière sortie médiatique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, il a explicitement dit ceci. Les élections aujourd'hui nous coûtent 1,2 milliard de dollars américains, mais le budget total de la RDC s'est estimé à 5 milliards de dollars américains. S'il faudrait enlever 1,2 milliard de dollars américains qu'on doit allouer aux élections, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait encore parler du développement de la RDC? Non, je pense qu'il ne faut pas faire la lecture ou bien l'analyse de cette manière-là. Lorsqu'on donne les coûts globaux de l'organisation des élections, on parle d'un cycle, du processus qui déclenche les cycles électoraux jusqu'à l'organisation effective des élections. À ces jours, les montants qu'on pouvait vous communiquer avant que le processus électoral commence, ce n'est pas les mêmes montants aujourd'hui. Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites et les financements ont déjà eu lieu. Et maintenant, nous sommes à mi-parcours. Il y a une somme qu'on doit affecter pour que les élections soient bien organisé à l'intention ou bien pour l'intérêt du peuple congolais. Donc on ne peut pas faire cette analyse-là et dire qu'aujourd'hui on a besoin de 1,2 milliard de dollars pour gagner ces élections.
Mais en croire la CENI, ils ont parlé de 400 millions de dollars. Les élections, c'est sous pression que la CENI veut l'organiser ou comment? La CENI n'organise pas les élections sous pression. Je pense que le porte-parole de la CENI ou le président de la CENI sera plus à l'aise de nous expliquer pourquoi ils organisent les élections dans les conditions actuelles. Mais en tant que politique, en tant qu'acteur politique, j'ai fait ma lecture par rapport à la situation de notre pays. Certes, nous, majorité présidentielle, nous avions souhaité que les élections soient organisées en 2006. Mais malheureusement, nous avons connu des problèmes d'ordre sécuritaire qui ont perturbé l'exécution de plusieurs lois de finances dans ces pays. Lorsqu'on organise les élections de 2011, on n'avait pas la déstabilisation du pays à l'est de la République avec la guerre du M23. Il fallait faire le choix entre le financement du processus électoral et le financement des actions auprès des FARDC pour qu'on puisse éradiquer ces phénomènes afin que nos compatriotes de l'Ouest recouvrent la paix comme nous autres qui sommes à Kinshasa. Il y a eu plusieurs éléments perturbateurs. La crise qui avait été déclenchée sur le plan international, ce n'était pas du fait que la majorité présidentielle ou le gouvernement, encore moins le président de la République, qui était déclencheur de cette crise-là. Donc, il y a eu des éléments, des indicateurs perturbateurs qui ont fait qu'on ne puisse pas organiser les élections en 2016. Mais aujourd'hui, il y a une forte pression interne de la part de la majorité présidentielle, de la part de nos compatriotes de l'opposition, de la part de nos compatriotes de la société civile qui veulent, nous voulons ensemble qu'on organise les élections. C'est comme ça que la CENI est obligée, malgré les moyens limités qu'elle dispose aujourd'hui, d'organiser des élections. Et nous les souhaitions, nous l'avions souhaité que ce soit le plus tôt possible, mais malheureusement, hélas, on a prévu les élections au mois de décembre. Donc l'opposition est aussi d'accord pour qu'il y ait organisation des élections en 2018. Vous êtes sûr? Écoutez, l'opposition n'est pas unanime. L'opposition n'est pas une aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il n'y a que la majorité qui parle le même langage. L'opposition est plurielle, l'opposition est aujourd'hui divisée. Ce qui est important, ce n'est pas la position de la majorité présidentielle par rapport à l'organisation des élections. Ce qui est plus important, ce n'est pas la division de l'opposition. Ce qui est intéressant et plus important pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de la démocratie, c'est ce que veut le peuple congolais. Le peuple congolais aujourd'hui veut les élections parce qu'il n'y a que les élections qui peuvent permettre à la population d'exercer son droit. Mais toutes les parties prenantes devraient en principe aussi être d'accord par rapport à certaines propositions. Je vous rappelle, parce que vous êtes mieux informés peut-être que moi, que d'autres compatriotes qui nous suivent. Je vous rappelle qu'en 2006, lorsqu'on a organisé les élections, l'UDPS n'a pas pris part au procès électoral. Mais cela n'avait pas remis en cause la crédibilité de ces élections. Nous avons eu des élections, plus de 35 millions de compatriotes ont voté. Je ne pense pas que l'UDPS a plus de 35 millions d'adhérents. Lorsqu'on a eu les élections de 2011, il y a certains compatriotes qui n'ont pas pris part aux élections. M. Jean-Pierre Mbemba, là où il est en prison, le MLC n'a pas pris part, en fait, n'avait pas de candidat à la présidence de la République, mais cela n'a pas remis en cause la véracité, la quintessence ou la légitimité des institutions élues. Nous aurons un cycle électoral. Moi, je peux m'abstenir, je peux refuser d'aller aux élections, mais le peuple congolais ira aux élections. Mes compatriotes du rassemblement peuvent ne pas aller aux élections, mais les peuples congolais vont sanctionner les gens positivement. Les catholiques aussi, les laïcs aussi, avec des marches organisées ça et là pour contraindre Kabila de déposer le pouvoir. Mais moi, je vous dis que c'est tout à fait légitime, tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Vous êtes en démocratie, mais pendant ces temps, ces marches sont réprimées de manière agressive. Non, je pense que vous avez aussi l'obligation d'aider la population à ne pas s'adonner à des risques qui peuvent faire arracher les vies humaines. Vous savez, les morts, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité, c'est une perte pour mes compatriotes. Ça peut coïncider que ce soit un membre de ta famille, ça peut coïncider que ce soit un membre de ma famille. Il n'est pas dit forcément que les membres de ma famille sont de la majorité présidentielle. Il n'est pas dit forcément que les membres de la famille de M. Tshisekedi Félix sont de l'opposition. Nous devons condamner les morts. Mais je dois rappeler ici qu'au mois de septembre 2016, il y a eu une marche qui avait été autorisée par l'hôtel de ville. Les autorités compétentes ont pris les dispositions, mais il y a eu débordement. On sait aujourd'hui se faire une idée sur comment peut commencer une marche, mais on ne sait pas se faire une idée de comment cette marche va se terminer. Il y a des gens mal intentionnés dans les chefs de mes compatriotes de l'opposition. Je ne dis pas que chez nous, la majorité présidentielle, nous sommes des saints. Mais nous disons, au nom de la paix, doit-on continuer à enregistrer des morts parce qu'il y a des gens qui font des marches avec des calculs latents, qui font des marches parce qu'ils doivent faire pression à une certaine communauté internationale qui est intéressée par nos minéraux, par nos sols et nos sous-sols, mais qui ne sont pas intéressés par les véhicules quotidiens de la population, ou bien on doit faire des choses de manière cohérente. Je pense que la rationalité voudrait
qu'on puisse privilégier la voie de la sagesse. Ce n'est pas aussi une sorte de ras-le-bol, là, qu'on assiste aujourd'hui à une dégradation de la situation économique du pays qui pousse aussi certaines personnes à revendiquer parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ce n'est pas ça aussi le problème? Je pense que lorsqu'il y a eu la crise de 2008... L'une des missions, d'ailleurs, assignée au gouvernement Tchibala. Je pense que lorsqu'il y a eu la crise de 2008 aux États-Unis, la crise des subprimes, cette crise qui a secoué le monde entier n'a pas donné lieu aux manifestations pour inciter la population à la haine, à l'insurrection. Il y a des intellectuels, comme nous en avons aussi dans l'opposition. Devant des crises comme ça, on doit mettre nos idéologies politiques à côté pour que nous puissions parler de l'économie de notre pays et l'avenir de notre pays. Comment contourner la crise qui n'est pas le fait de la mauvaise gestion en interne, qui est exportée et qui est importée, pardon. C'est vrai qu'il y a aussi, moi je ne dis pas que la gestion du gouvernement est parfaite. Le développement des aussi être endogène, hein, ça peut commencer à partir de la RDC. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Vous parlez du ras-le-bol de la crise, je vous parle que la crise que nous sommes en train de connaître aujourd'hui est exogène et en même temps endogène. C'est vrai, moi j'ai toujours décrié par moment du choix politique du gouvernement. Il y a certaines choses pour lesquelles le gouvernement doit prendre ses responsabilités afin de faire profiter les potentiels fiscaux à la population congolaise. Au regard du potentiel économique, fiscal, culturel, agricole, forestier et que sais-je encore, nous pouvons mieux vivre, nous pouvons bien faire les choses. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a des réflexions profondes pour trouver des sérieuses solutions aux problèmes qui frappent la société, il y a toujours des perturbateurs. De temps en temps, ça dérange les personnes qui ont des intérêts au Congo. Et quel intérêt? Qui veulent exploiter le sol au détriment de la population congolaise. Ce sont ceux-là qui utilisent malheureusement nos compatriotes pour déstabiliser les bonnes idées, les idées fécondantes. C'est comme ça que de temps en temps, dans des pays comme la France, lorsqu'il y a une crise, vous verrez que les présidents, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ils se mettent ensemble avec les opposants pour réfléchir comment sortir de la crise. Chacun vient avec son plan et au finish, ils font la compilation des idées pour que l'on puisse mettre en place le plan de redressement pour la nation. Ce n'est pas le cas ici chez nous. Quel est le projet de société de l'opposition aujourd'hui? Quel est le discours de l'opposition aujourd'hui? Je n'ai jamais vu un seul compatriote de l'opposition dire que sur le plan économique, le pouvoir en place a échoué. Ils auraient dû appliquer telle théorie. Mais nous proposons telle théorie pour telle conséquence. Jamais ils l'ont fait. Personne n'est passé à la télévision pour démontrer comment on peut stabiliser, comment on peut sécuriser la nation avec une formule qui est au-delà de ce que la majorité présidentielle, à travers son autorité morale, applique dans ces pays. Aujourd'hui, le discours de l'opposition, c'est quoi? Kabila dégage. Le discours, c'est quoi? L'intention, c'est Kabila. Comment on peut construire un pays avec des slogans? Je pense que nous devons faire des analyses profondes pour trouver des solutions aux problèmes de la population. Les problèmes se situent à quel niveau? Au niveau de l'homme congolais, au niveau de l'homme politicien congolais, au niveau de l'homme politique congolais, au niveau du citoyen congolais ou comment? Je vous dis que dans chaque société, il y a un leadership. Lorsqu'on va dans l'opposition, il y a un leadership. Le leadership de l'opposition doit proposer un discours, un projet de société capable de battre celui qui est en place, celui qui est en train d'être exécuté. Voilà comment les choses se passent. En 2006, le président de la République propose un projet de société, un discours. Nous avions battu campagne. La population congolaise a regardé et la population avait estimé que le discours qui rencontrait ses préoccupations, c'était celui du président de la République, Joseph Kabila. Il a exécuté cela. En 2011, lors des élections, nous avons dit à la population congolaise, nous vous remercions pour les 5 ans que vous nous avez donnés. Vous nous avez donné la faveur parce que nous avions proposé X, Y, Z plan. Nous avons réalisé, nous ne sommes pas parfaits, peut-être qu'on n'a pas atteint les 100%, mais nous avons fait l'essentiel. Nous avons encore besoin de votre confiance pour que nous puissions améliorer ce qu'on n'a pas pu faire. La population nous a encore écoutés, nous a donné sa faveur en élisant notre candidat, notre projet de société. Nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on a promis, qu'on a réalisé, que nous allons considérer comme un atout. Qu'est-ce qu'on a promis qu'on n'a pas réalisé et comment corriger et comment aller vers la population demander encore sa faveur. C'est comme ça que les élites réfléchissent. Ce n'est pas la masse qui amène l'élite, c'est l'élite qui amène la masse. C'est comme ça que je dis, les problèmes se trouvent dans les chefs des leaders des partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, ils doivent entrer en profondeur, examiner les vraies questions. C'est quoi les problèmes? Je pose une question. Je pense que c'est la même question que la population se pose tous les jours. Il y a beaucoup de compatriotes dans l'opposition. Il faut se poser la question. Pourquoi ils font la politique? Il y a la plupart d'entre eux, parce qu'ils étaient avec nous dans la majorité présidentielle. On les a testés dans la gouvernance.
Ils ont montré beaucoup de limites. On les a écartés pour mettre d'autres compatriotes. Nous sommes quand même plus de 70 millions. Ne soyons pas prétentieux pour croire que Serge Kadima peut tout faire ou peut bien faire. On peut essayer avec Serge Kadima. Si Serge Kadima montre ses limites, c'est tout à fait légitime qu'on dise chaque compatriote, vous n'avez pas pu, on met quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, les compatriotes... Nous avons comme l'impression que vous nous mettez que les gens pour essayer. Alors nous allons atteindre l'éternel recommencement. J'étais en train de parler de mes compatriotes de l'opposition, qui sont pour la plupart les amis avec qui on a travaillé, mais on a estimé qu'ils n'étaient pas à la hauteur. On les a écartés de la gestion. Ils se comportent comme de véritables aigris. Donc, ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement sont capables. C'est comme ça qu'ils sont transformés en opposants. Je pense qu'on doit avoir le courage de dire que j'ai été nommé à tel poste de responsabilité, j'ai failli. Excusez-moi, chers compatriotes, donnez-moi maintenant cette fois-ci l'opportunité de rebondir. Qui de l'AMP l'a déjà fait? Non, au niveau de l'AMP, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu élection. Nous avons eu les élections en 2011, c'est le véritable baromètre. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons la faveur du peuple congolais. Si le peuple congolais nous avait renouvelé la confiance, c'est tout simplement parce que le peuple avait estimé que vous parlez le même langage avec le peuple congolais? Chers frères, il n'y a que les élections qui peuvent me confondre. Tant qu'il n'y a pas eu d'autres élections, il y a eu les élections de 2011. C'est grâce à ces élections-là que nous sommes au pouvoir. Donc, le peuple congolais était d'accord avec nous. Si le peuple congolais n'était pas d'accord avec nous, il n'allait pas élire notre candidat. Le peuple congolais n'allait pas nous donner la majorité à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il y aura élection, le peuple pourra encore décider. Maintenant, nous avons encore la faveur du peuple congolais. Alors, une autre mission assignée au gouvernement Tshibala, c'est améliorer les conditions de vie de la population. Aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer une chose. Il n'y a pas une classe moyenne. Les riches ne font que devenir riches et les pauvres ne font que s'appauvrir. Il n'y a pas une classe moyenne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution adéquate pour essayer de créer cette classe moyenne qui apporterait bien évidemment le développement à RDC? Bon, je ne sais pas si vous vous basez sur base... je ne sais pas si vous vous référez à quelle statistique, mais je sais, je l'ai dit, que je reconnais que la crise est bel et bien là. La crise, elle est intravertie et extravertie. C'est-à-dire que nous avons importé... La crise a été importée, la crise a été également exportée par notre façon de faire les choses. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Les gens ont toujours tendance à parler de la classe moyenne. Je n'ai pas la prétention de connaître les chiffres par rapport aux autres. Regardez bien. Lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, nous avions à peine des banques qui fonctionnaient normalement. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 18 banques. Et ces banques ont engagé les compatriotes. Ils ont des bons salaires. Et ce sont des Congolais qui vivent bien aujourd'hui, plus ou moins bien, qui payent des loyers, il y a des revenus... des impôts sur les revenus locatifs, il y a l'impôt sur les revenus professionnels, c'est-à-dire que les choses tournent. Lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, nous avions une seule entreprise de télécommunications. Et ce n'était pas tout le monde qui avait accès à la télécommunication. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Ce sont les compatriotes. Ce sont tes compatriotes, mes compatriotes qui travaillent dans ces entreprises-là. Ils ont des salaires plus ou moins modestes. Lorsque le président Kabila prend le pouvoir, on n'avait pas autant d'entreprises minières au Katanga. Ce sont des compatriotes. Et je vous informe que c'est dans les secteurs-là où il y a des gens qui ont plus ou moins de bons salaires. Cela est lié à une décision incitative du président Joseph Kabila. Donc, je pense que le président Kabila, n'étant pas Dieu pour être éternel, c'est lui qui viendra après lui, il fera un constat. Le président Kabila est arrivé, il a fait un constat. Il a trouvé que nous avions un budget de 500 millions de dollars. Vous-même, vous avez parlé de 5 milliards de dollars. C'est-à-dire nous sommes passés, nous avons multiplié des zéros. Le président Kabila arrive, il n'y avait pas un cadrage macroéconomique. Déjà en 2001, avec la politique, avec les programmes intermédiaires renforcés, nous avons pu casser l'hyperinflation. Nous avons stabilisé les cadrages macroéconomiques. Nous avons donné des indicateurs. Peut-être que ces indicateurs sont faibles par rapport au potentiel économique et social de notre pays. Mais celui qui viendra, ou ceux qui viendront, ils doivent profiter de ces constats-là pour améliorer les choses. On ne peut pas dire que rien n'avait été fait. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites dans ces pays. Lorsque vous regardez le secteur immobilier, il a connu... Qui s'émiette aujourd'hui. Il a connu... écoute, la croissance, sinon les difficultés de la croissance en Afrique est une réalité. Ce n'est pas seulement dû au fait qu'en République démocratique du Congo... On va chuter avec vous, on va prendre la dernière question. Le chef de l'État, on parle toujours du chef de l'État pour terminer. Lors de sa dernière sortie médiatique, il s'est félicité d'une chose, la réunification de la RDC. Mais il s'inquiète de ne pas avoir réussi à transformer l'homme zaïrois. C'est qui l'homme zaïrois? Bon, vous savez, ce que le président de la République dit, ce n'est pas la parole de l'Évangile. Le président de la République est humain comme vous et moi.
il fait sa lecture des choses. Je pense que le président de la République fait allusion à la mentalité zaïroise, celle qui consistait à ne pas respecter les biens publics. Je pense qu'aujourd'hui, vous et moi, nous décrions cela. Le compatriote de l'opposition, par moment, il décrit cela. Lorsque le président regrette pour cela, ça ne peut pas nous interpeller. Donc, je pense qu'on ne doit pas faire des analyses. Donc, ce n'est pas les problèmes du chef de l'État, c'est les problèmes aussi de son entourage. C'est ce que vous voulez dire? J'ai dit que... Il n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Les problèmes, c'est l'entourage aussi. Les problèmes de la mentalité est décrié dans les secteurs privés comme dans les secteurs publics. Je pense que le problème de l'homme, le président de la République a dit, ne personnalisons pas les débats. Parlons des institutions, parlons des principes. Il a parlé de l'homme d'une manière générale. Il se félicite des avancées. Je vous ai donné quelques cas ici, mais je pense que la mentalité, même moi, je ne suis pas fier de ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à la Deuxième République. C'est pas aussi l'impunité. Bon, vous pouvez tout dire, vous êtes libre, nous sommes en démocratie. Mais je vous dis que même moi, je ne suis pas fier de la mentalité. Aujourd'hui, je ne suis pas fier de la mentalité de la Deuxième République où il y a des gens qui pensent ou bien qui confondent la caisse ou les caisses de l'État, les trésors publics avec leurs propres boutiques. Merci beaucoup Serge Kadima. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD, mais aussi communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, c'est toujours sur Télé 50, surtout avec le même plaisir. À très bientôt pour un autre numéro.